Le vol 3701 de la CAMER qui quittera Cotonou au Bénin pour Douala le Cameroun va rater son atterrissage et va s'échouer dans la mangrove de Youpé à Douala. Bilan, 71 morts parmi les 76 passagers. Il y aura 5 survivants, parmi lesquels un bébé. Mes chers amis, où que vous soyez, Afro Rebelle et moi, on vous souhaite la bienvenue dans La tête de Paul Biya, 1995, numéro 17. Avant de commencer, je vais toujours vous remercier d'être toujours présent et de toujours partager nos petites capsules. Nous avons créé une nouvelle page Facebook qui s'appelle Félix Afro Rebelle. Désormais, cette page vous est dédiée. Je vous prie donc de faire une demande à cette page Félix Afro Rebelle. Un bonjour spécial à Monique Sawa. 1995. Cet avion de la CAMER qui est parti de Cotonou pour Douala va s'échouer dans Youpé, causant ainsi des familles endeuillées. On va donc essayer de savoir où se situent les responsabilités. Qui est responsable de cette catastrophe? Eh bien, après les investigations et les enquêtes, le responsable s'avère être Transnet. Qui est Transnet? Transnet, c'est la compagnie qui faisait de l'entretien sur cet avion. C'est une entreprise sud-africaine. À partir du moment où elle a donc été désignée responsable, il revenait donc à Transnet de dédommager les familles endeuillées d'une enveloppe qui représentait à peu près des dizaines de millions de dollars. Cet argent, malheureusement, aurait été détourné par l'État du Cameroun. 17 ans plus tard, c'est-à-dire de 1995 à 2012, les familles des victimes ont été obligées de se constituer une association afin de réclamer des dédommagements. Si ce que je vous raconte est vrai, c'est-à-dire que les familles se sont constituées une association pour aller réclamer leur argent, en tout cas, ce sera encore une fois de plus une bourde, une gaffe de la part d'un État qui normalement se veut responsable. Et on sait très bien que dans cet avion, il y avait un bébé, dont visiblement en 2012, ce bébé devait déjà avoir 17 ans. Et en 2020, aujourd'hui, donc ce bébé, normalement, a pratiquement 25 ans. Si les familles n'ont pas été dédommagées, franchement, cela m'envoie désolé. 1995, le pape Jean-Paul II va revenir au Cameroun pour une deuxième visite. Cet homme, il aime vraiment le Cameroun. On sait que le papa de Paul Biya était catéchiste, donc il enseignait la catéchèse. On sait donc que Paul Biya est un enfant qui a grandi dans une famille pieuse et il aime vraiment beaucoup le Vatican, tout ce qui a trait à l'Église catholique. Et le pape Jean-Paul II revient pour une deuxième visite au Cameroun. J'aimerais juste vous rappeler, mes chers compatriotes, que lorsqu'un pape se déplace, ça coûte en moyenne 4 à 7 milliards. Alors, où se situe le Cameroun par rapport à cette fourchette des dépenses pour une visite papale? On s'entend bien qu'une visite comme celle du pape n'apporte rien au Cameroun, à part nous appauvrir, à part nous évangéliser davantage, à part nous aliéner davantage, parce qu'on sait très bien que le christianisme n'est pas africain et que les Africains n'ont pas besoin d'un pape. Et cela nous éloigne les Africains de notre vraie essence spirituelle et non une essence religieuse. Donc voilà, une visite par pape, d'une certaine manière on s'en tape, mais bon, Paul Biya pas du tout. Et le pape est revenu une deuxième fois au Cameroun. Bon, 1995, l'Office du baccalauréat décide de supprimer l'examen oral du bac. L'oral au bac, à mon avis, avait vraiment des avantages parce que, voyez-vous, cela permettait d'évaluer le futur bachelier quant à sa diction, sa compréhension des textes, quant à ses aptitudes au niveau de la lecture, de se tenir droit devant un juge ou un juré, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir se tenir. On pouvait juger sa diction, on pouvait juger sa capacité analytique, on pouvait juger son exposé. Il devait répondre aux questions. Ça permet de voir également quel était son niveau de vocabulaire, sa capacité de pouvoir conjuguer ses verbes. Ça permettait de voir quelle était sa cohérence. Ça permettait de voir si le futur bachelier qu'on avait devant nous, le futur jeune qui rentre à l'université, était capable de dire des choses de manière cohérente et si est-ce qu'il était aussi capable de s'entendre. Alors, en supprimant l'oral du bac, malheureusement, pour moi, je trouve que c'était pas une très bonne chose parce que
malheureusement, beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui qui sont bacheliers ne savent pas très bien manier la langue française. C'est vrai, je suis en accord avec vous, c'est pas notre langue, c'est clair. Moi, je suis un Gatchan et je parle très bien ma langue maternelle. Donc, mon son est Laza, alors Tissia. Mais le problème, c'est que pour avancer et pour communiquer avec d'autres personnes et pour s'ouvrir au monde, mais il faut parler français. On n'est pas obligé de parler comme des Français, comme ça, tu vois, voilà, je passe l'oral du bac, mais qu'est-ce que t'en dis, toi, Félix? Non, on n'est pas là, on n'est pas avec un accent parigot, mais au moins parler un bon français articulé et bien conjuguer ses verbes, ses temps de verbes. C'est vrai, c'est pas facile. Et moi, j'en fais encore des erreurs, mais alors là, monumentales. Toutefois, lorsque vous prenez des jeunes bacheliers aujourd'hui et que vous essayez d'avoir une conversation avec eux, très souvent vous entendez encore des phrases du type je l'ai dit que, je l'ai dit que. Et les je l'ai dit que provient du fait que les jeunes ne sont plus évalués à l'oral. Les jeunes n'ont plus ces exercices ou ces examens, n'est-ce pas, oraux qui permettaient à ce qu'on puisse évaluer leur capacité, voilà, de s'exprimer et de voir comment ils s'en sortent dans la société et comment ils peuvent réfléchir. Il n'y a plus vraiment de logique parfois dans les raisonnements. On perd un tout petit peu des garde-fous. Et pour ma part, l'oral du bac n'a pas accouché des enfants forts, malheureusement, je pense. Et avec tout le respect que je dois à tous mes autres compatriotes camerounais, parfois ça m'envoie totalement désolé lorsque je rencontre des jeunes bacheliers aujourd'hui. La qualité de la langue française est totalement déplorable. 1995, Paul Biya, en 1991, avait fait la demande au Commonwealth de pouvoir faire adhérer son pays, le Cameroun. Donc, en 1995, la reine d'Angleterre va donc autoriser à ce que le Cameroun puisse rentrer dans le Commonwealth. Le Commonwealth, en fait, c'est l'équivalent de la francophonie. Il y a déjà 4 ans, le Cameroun venait de rentrer dans la francophonie. Donc, cet organisme qui a comme pour membres les pays qui s'expriment dans la langue française. Quant au Commonwealth, regroupe donc tous les pays ayant donc comme pour expression la langue anglaise. Et donc le Cameroun étant bilingue, voilà, on peut à la fois naviguer dans les deux. Et je pense qu'il y a 2 pays au monde, et je voulais choisir le deuxième, il y a 2 pays au monde qui font partie à la fois du Commonwealth et de la francophonie. Je vous laisse deviner les 2 pays, il y a le Cameroun. Et le deuxième pays, pour vous donner un indice, se trouve donc à l'hémisphère nord. 1995, la Société de transport urbain du Cameroun, SOTUC, ferme ses portes. C'est l'agonie, c'est la faillite. Alors, après des déboires de gestion, après un parc automobile non renouvelé, après un désagrément avec l'État, après une mauvaise gestion, eh bien, la SOTUC ferme ses portes tant à Yaoundé qu'à Douala. Ahidjo avait créé la SOTUC en 1973 dans le but de pouvoir aider les Camerounais donc à vaquer à tous leurs occupations en ayant un bon transport urbain dans les rues de Douala et de Yaoundé. Malheureusement, en 1995, Paul Biya est obligé de fermer les portes de cette entreprise-là, ce qui est une énorme déception. Et c'est la fin donc pour la SOTUC. Aujourd'hui, regardez à quoi ressemblent nos métropoles Douala et Yaoundé en termes de transport urbain. 1995, Paul Biya va organiser le Cameroun en près de 189 districts de santé. Paul Biya va estimer qu'à partir du moment où vous êtes 5 000 dans un village, donc de 5 à 10 000, ben vous avez droit à un district de santé. C'est pas grand, c'est un petit dispensaire, ça vous permet quand même de pouvoir aller penser vos blessures, rencontrer un médecin, voir ce qui ne va pas avec un petit malaise que vous avez. C'est qui est une très bonne décision, ça a permis ainsi donc aux populations de pouvoir donc rencontrer des médecins sans avoir à trop se déplacer. 1995, c'est l'organisation des États généraux de l'éducation nationale. Au Cameroun, les professionnels de l'éducation vont se rencontrer parce qu'ils estiment que l'école au Cameroun ne jouit plus de sa réputation d'antan. Ils vont donc définir le futur citoyen camerounais. Écoutez ça les amis. En fait, les professionnels de l'éducation ont estimé qu'il fallait donc revamper l'éducation, redonner le goût de l'école, essayer de lutter contre le décrochage scolaire, essayer d'inciter les filles à rester un peu plus longtemps à l'école. Et à la fin, ils ont décidé que le futur Camerounais devrait être un citoyen patriote, bilingue, devrait parler au moins une langue nationale. Ça c'est bien ça. Devrait également être éclairé, enraciné dans la culture camerounaise, mais en même temps ouvert au monde, fier de son identité, responsable, créatif, entreprenant,
Respectes-tu des idéaux de paix, de solidarité, jouissant du savoir-faire et du savoir-être? Voilà en fait les quelques grandes lignes, on va dire comme cela, dans la conclusion de ces états généraux. Alors je vous pose la question à vous, est-ce qu'aujourd'hui le jeune étudiant camerounais est-il éclairé, bilingue, créatif, entreprenant, ouvert au monde, en même temps fier de ses racines? C'est à vous de voir. 1995, rappelez-vous en 1994, l'année dernière, Paul Biya avait décidé de vendre les parts de Sodocoton de l'État à Dampulo. Eh bien, girouette, il change d'avis. Il décide donc de ne plus le faire, donc l'État ne revend plus ses parts de Sodocoton à Dampulo. Je pense que la nuit a porté conseil. Non mais c'est génial, c'est génial. Il n'y a que des fous qui ne changent pas d'idée, n'est-ce pas? 1995, Paul Biya crée la loi 94-01 du 20 janvier 1994 qui va instaurer un régime des forêts, de la faune et de la pêche, va créer les UFA. Entendez pas UFA, les unités forestières d'aménagement. Une UFA, c'est donc une forêt dédiée à la production de bois et doit être aménagée de manière durable, c'est-à-dire écologiquement, économiquement et socialement viable. Alors, comment ça se passe? L'État crée une convention de 3 ans avec un exploitant, mettons vous. L'État du Cameroun donc, vous donne 3 ans pour exploiter donc une forêt. Vous devez présenter ensuite à l'État un plan d'aménagement sur une période de 30 ans indiquant quelles activités seront menées. Une fois que votre plan est approuvé par le ministre, vous devenez propriétaire ou si vous voulez concessionnaire de cette parcelle de forêt pour une durée de 15 ans renouvelable. Autrement dit, à partir du moment où vous avez prouvé à l'État que vous êtes capable de créer une unité forestière d'aménagement, d'exploiter votre bois et que justement vous allez être capable d'en faire quelque chose de bien et que vous n'allez pas juste tout casser les arbres ou déforester et après s'en aller, tant que l'État du Cameroun a une preuve que vous voulez en faire quelque chose de bien, vous pouvez donc devenir concessionnaire comme cela pendant 30 ans et exploiter la forêt comme bon vous semble. 1995, le ministre des Finances va décider de supprimer les balances à ressort. Connaissez-vous les balances à ressort? Ça ressemblait un peu à... Savez-vous quand on pesait les sacs de café, on prenait une barre, un bois, puis on accrochait une balance qui avait un crochet, puis qui avait un ressort. On pesait les sacs de café. Moi, j'ai grandi à Tchang, donc je me souviens, on utilisait ça pour peser les sacs de café, les sacs de maïs, les sacs de macabo, les sacs d'haricots. Alors, cette balance-là, elle n'est pas fiable. Le ministre de la Santé va dans le site de bannir ces balances-là et elles vont donc disparaître du Cameroun jusqu'aujourd'hui. 1995, le père Angébin Vin est retrouvé assassiné chez lui à Kolfané, à Yaoundé. Le père Angébin Vin était un écrivain. C'est lui qui a écrit le fameux recueil Balafon. Il était poète, il était peintre, il était aussi enseignant à l'université. Le père Angébin Vin est né en 1930 et il est donc mort en 1995. En 1963, il a été ordonné prêtre. C'est un homme qui était un grand humaniste. Le père Angébin Vin était aussi un acteur très engagé de la théologie de la libération. On parle de libération de l'Afrique. Pourquoi a-t-il été assassiné? Le père Angébin Vin, avant de mourir, avait dit ceci. Une des choses qui me fait pleurer, et je le dis tout haut, c'est que l'Afrique sacrifie chaque jour les meilleurs de ses enfants sous le prétexte qu'un tel a dit qu'il n'est pas en accord avec tel chef d'État. Je ne peux pas comprendre qu'on condamne à mort des gens pour leurs opinions. À qui s'adressait-il à votre avis? Moi, j'ai ma petite idée. Moi, je pense qu'il s'adressait à Paul Biya. Et quelques jours après, il est mort. Alors, on salue ici la mémoire du père Angébin Vin. 1994, il y a un artiste. Il s'appelle Kotobas. Et il fait danser les foules avec sa chanson Edith et bien sûr un album à succès.
C'est tout pour l'année 1995. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. C'était Dans la tête de Paul Biya, 1995. Et à demain, on parlera de l'année 1996.